Essentiellement au chômage, a dit mon cousin Marc à ses investisseurs. La honte de la famille. J'ai ajusté mon corsage. J'ai envoyé un message à mon fonds de capital risque, retirer immédiatement l'investissement d'amorçage de 14,4 millions d'euros d'Innovestream. Son tour de financement s'est effondré en plein milieu de son discours. J'étais l'investisseur principal d'Innovestream. Je ne me cachais pas. J'observais. Et après 15 ans à construire quelque chose d'extraordinaire pendant que ma famille rejetait chacune de mes avancées, j'avais appris que le silence est l'arme la plus puissante que l'on puisse manier. Je m'appelle Rebecca Morel, et l'histoire de comment je suis devenu la honte de la famille a commencé bien avant que la réception de mariage de Marc ne se transforme en son humiliation publique. Cela a commencé quand j'avais 22 ans, fraîchement diplômé de l'école polytechnique avec un diplôme en informatique, et que ma famille ne comprenait pas pourquoi je ne me précipitais pas vers un emploi de cadre dans une grande entreprise du CAC 40 comme mes cousins. Rebecca prend une année sabbatique, disait ma mère lors des réunions de famille, son ton dégoulinant d'une gêne apologétique. Vous savez comment sont ces types artistiques? C'est ainsi qu'ils appelaient le génie logiciel quand ils n'y comprenaient rien. Mon cousin Marc, de 3 ans mon aîné, venait de décrocher un poste dans un cabinet de conseil de second rang à la Défense. Il gagnait 78 000 euros par an et se comportait comme s'il avait conquis la bourse de Paris. Chaque dîner de famille devenait pour lui l'occasion de me faire la morale sur les vraies carrières et les choix pratiques. Tu ne peux pas t'amuser avec des ordinateurs éternellement, Becca, disait-il, en utilisant le surnom que je détestais. À un moment donné, tu dois grandir et trouver un vrai travail. Je développais ma première start-up dans mon studio à Ivry, une plateforme d'analyse de données pour les petites entreprises. Je travaillais 16 heures par jour, je vivais de pâtes instantanées et j'apprenais par moi-même tout ce que le système éducatif traditionnel n'avait pas couvert. Mes parents pensaient que j'étais au chômage. Mes tantes chuchotaient que j'avais gâché mon diplôme de polytechnique. L'oncle David m'a suggéré de postuler pour être sa secrétaire. La start-up a échoué après 18 mois. J'ai perdu mes 46 000 euros d'économie. La réponse de ma famille, on te l'avait bien dit. Marc m'a coincé à la fête d'anniversaire de ma grand-mère. Prête à rejoindre le monde réel maintenant? Je pourrais probablement te trouver un poste de débutante dans ma boîte. Réceptionniste, peut-être. Ça va aller, ai-je dit doucement. Je lance quelque chose de nouveau. Il a ri. Un autre projet de loisir? Becca, tu as 24 ans. Ça devient embarrassant. Ce que Marc ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ma start-up ratée m'avait appris tout ce que je devais savoir sur ce qu'il ne fallait pas faire. Et j'étais déjà en train de construire quelque chose de mieux depuis 3 mois. Ma deuxième entreprise était différente, plus intelligente. J'avais identifié une énorme lacune sur le marché, les entreprises de taille moyenne avaient besoin d'une cybersécurité de niveau industriel mais ne pouvaient pas se permettre les tarifs des grands groupes de conseil. J'ai construit une solution évolutive qui automatisait 80% de ce que les entreprises payaient à des consultants en sécurité 275 € de l'heure pour faire manuellement. Je l'ai appelée Solution CyberGuard. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient déjà décidé que j'étais un échec. Au lieu de cela, j'ai travaillé en silence. J'ai fait appel à 2 cofondateurs rencontrés dans des communautés de développeurs en ligne, de brillants ingénieurs qui croyaient en la vision. Nous nous sommes autofinancés la première année, vivant grâce aux cartes de crédit et à notre détermination. La deuxième année, nous avons décroché notre premier client majeur, une usine dans le Grand Est de 500 employés. Il nous payait 165 000 € par an. Puis un autre client, et encore un autre. La troisième année, nous avions 43 clients et un revenu annuel récurrent de 3,8 millions d'euros. Marc a été promu consultant senior. Il gagnait 110 000 € par an et s'est acheté une BMW qu'il ne pouvait pas tout à fait se permettre. À la fête de fiançailles de ma cousine Sophie, il a passé 20 minutes à expliquer la performance de son portefeuille d'investissement, qui se composait principalement de son assurance vie et de quelques bitcoins achetés au plus haut. Et toi, Becca? A demandé ma tante. Tu fais toujours ton truc avec les ordinateurs? Oui, ai-je dit. Je fais toujours le truc avec les ordinateurs. Marc a eu un sourire narquois. Elle veut dire qu'elle est au chômage. Ce n'est pas grave, tante Lucie. On ne peut pas tous avoir de l'ambition. J'ai siroté mon vin et je n'ai rien dit.
Cyberguard venait de boucler un tour de financement de série A de 7,8 millions d'euros. Je possédais 62% de l'entreprise, mais Marc n'avait pas besoin de le savoir. Aucun d'entre eux. Nous avons grandi de manière agressive. J'ai embauché une équipe de direction expérimentée, des gens avec des décennies d'expérience qui voyaient ce que je construisais et voulaient en être. Notre liste de clients est passée à 200 entreprises. Le chiffre d'affaires a atteint 21 millions d'euros. Nous étions rentables, avec une croissance de 300% d'une année sur l'autre, et j'avais 28 ans. Marc s'est marié cette année-là. Pas le mariage où tout s'est effondré, mais son premier mariage. J'ai été invité par pure obligation. À la réception, il m'a présenté à ses amis de promo. Voici ma cousine Rebecca. Elle est entre deux opportunités en ce moment. Entre deux opportunités. Je dirigeais une entreprise qui serait valorisée à 165 millions d'euros dans les 2 ans, mais pour Marc, j'étais juste sa cousine au chômage qui n'avait jamais trouvé sa voie. J'ai souri poliment. Quelque chose comme ça. Sa femme, Isabelle, a essayé d'être gentille. Dans quel domaine cherchez-vous? La tech, principalement. Marc est intervenu. Elle fait des sites web, des missions en freelance. C'est difficile de trouver un travail stable dans ce secteur. J'ai hoché la tête. Cela peut être un défi. Ce que je n'ai pas mentionné, je venais d'être invité à prendre la parole à Vivatech, le journal Les Échos m'avait sollicité pour une interview sur les femmes dans la cybersécurité. Et j'avais lancé mon propre fonds de capital risque avec 23 millions d'euros de mon propre capital pour investir dans des entreprises en phase de démarrage fondées par des entrepreneurs sous-représentés. Le fonds de capital risque était personnel. Je savais ce que c'était que d'être ignoré, de s'entendre dire qu'on n'était pas sérieuse, de voir des hommes médiocres avec la moitié de votre vision obtenir des financements pendant que vous vous battiez avec des crédits à la consommation. Alors, j'ai construit quelque chose de différent, un fonds qui analysait réellement le modèle économique au lieu de vérifier si le fondateur avait le bon profil social. Je l'ai nommé Catalyseur Capital. Nous avons investi dans 12 entreprises au cours de nos 18 premiers mois. Notre stratégie de portefeuille était agressive, de 460 000 euros à 1,8 million d'euros en financement d'amorçage pour des entreprises que les investisseurs traditionnels ignoraient, des entreprises dirigées par des femmes, des immigrés, des personnes issues de milieux modestes. Des personnes qui me rappelaient moi-même à 22 ans. L'une de ces entreprises s'appelait Innovstream. Le fondateur était un brillant ingénieur nommé David Lefebvre. Il avait construit une plateforme de gestion de projets assistée par intelligence artificielle qui était véritablement révolutionnaire. Elle réduisait les retards de projet de 60% et s'intégrait à n'importe quel système existant. Mais il présentait son projet à des financiers qui voulaient voir une expérience de direction éprouvée, ce qui signifiait apparemment des tempes grises et un diplôme d'une école de commerce parisienne prestigieuse. J'ai vu la démonstration et j'ai su immédiatement que c'était une entreprise à 450 millions d'euros en devenir. J'ai investi 14,4 millions d'euros dans le tour d'amorçage d'Innovstream, le plus gros investissement unique de Catalyseur Capital. Nous l'avons structuré avec précision, un billet convertible avec un plafond de 37 millions d'euros, nous assurant environ 35% du capital lors de leur série A. J'ai rejoint le conseil d'administration en tant qu'investisseur principal. David était reconnaissant. Vous êtes la seule à avoir vraiment compris ce que nous construisons. Je sais ce que c'est que d'être sous-estimé, ai-je dit. Contente-toi de construire quelque chose d'incroyable. Innovstream a explosé. En 18 mois, ils avaient 2000 clients entreprises, 11 millions d'euros de revenus, et projetaient 41 millions d'euros pour l'année suivante. Tous les grands fonds de capital risque qui avaient ignoré David étaient maintenant désespérés d'entrer au capital pour la série A. Pendant ce temps, mon cousin Marc avait découvert l'entrepreneuriat. Il avait quitté son poste de consultant pour créer sa propre structure, une solution de logistique basée sur la blockchain qui résolvait un problème que personne n'avait vraiment. Mais Marc était allé à des cocktails de réseautage, avait fait jouer ses relations, et avait réussi à convaincre quelques petits investisseurs de lui confier 370 000 euros en préamorçage. Au dîner de famille, il devint insupportable. La vie de start-upper est incroyable, annonçait-il. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut une vision, du cran, la capacité de penser à l'échelle mondiale. Il me regardait en disant cela. J'avais 32 ans. Solutions Cyberguard venait d'être racheté par un géant de l'informatique pour 312 millions d'euros.
J'avais personnellement empoché 172 millions d'euros après impôts, mais Marc ne le savait pas. Il pensait que je faisais toujours des sites web en freelance. J'avais emménagé dans un Penthouse dans le Marais, mais j'ai dit à ma famille que je gardais l'appartement d'un ami. Je conduisais une Tesla Model S, mais je la garais à 3 rues de là avant les fêtes de famille pour finir le trajet en Uber. Je portais des vêtements de chez Monoprix pour le réveillon alors que ma garde-robe habituelle contenait des pièces de créateurs dont ma famille n'avait jamais entendu parler. J'étais curieuse. Je voulais voir combien de temps ils continueraient à m'ignorer, jusqu'où leurs préjugés les porteraient. Et parce qu'une partie de moi, celle qui se souvenait de l'humiliation de mes 22 ans, voulait voir l'expression sur leur visage quand la vérité éclaterait enfin. La start-up de Marc battait de l'aile. Évidemment. Il avait cherché un problème pour sa solution, embauché ses amis de promo comme associés, et dépensé l'argent dans des bureaux luxueux au lieu de développer le produit. Au bout de 18 mois, il cherchait désespérément de l'argent. C'est là qu'il a approché David Lefebvre. Marc avait entendu dans le milieu que InnovStream était la pépite du moment. Il ne savait pas que j'étais leur investisseur principal. Pourquoi l'aurait-il su? Pour lui, j'étais la cousine au chômage qui n'avait jamais rien réussi. Dans son dossier pour David, il présentait sa solution blockchain comme un partenaire stratégique indispensable pour la plateforme d'InnovStream. David m'a appelé. Votre cousin Marc vient de nous solliciter. Dois-je m'inquiéter du lien de parenté? Qu'avez-vous pensé de son projet? Honnêtement? Faible. La technologie ne répond à aucun besoin réel, et son équipe n'a pas les compétences techniques pour tenir la route. Mais il s'agite beaucoup dans le milieu, et je voulais voir avec vous avant de classer le dossier. Passez votre chemin, ai-je dit. Ne perdez pas de temps en rendez-vous de politesse pour moi. Traitez-le comme n'importe quel autre dossier médiocre. David a refusé. Marc était furieux. Il a posté sur LinkedIn un message sur les investisseurs bornés qui ne comprennent rien aux technologies de rupture. Il n'a pas nommé InnovStream, mais tout son réseau savait de qui il parlait. Puis vint le second mariage de Marc. Isabelle l'avait quitté après 3 ans. Le stress professionnel, la pression financière et l'incapacité chronique de Marc à admettre ses torts avaient eu raison du couple. Il avait brûlé ses économies, était au plafond de ses découvertes et vivait dans un studio tout en essayant de lever des fonds que personne de sérieux ne voulait lui donner. Mais Marc avait rencontré Vanessa, une responsable marketing issue d'une famille aisée qui était impressionnée par son titre d'entrepreneur. Elle ne comprenait rien à la tech, ne posait aucune question sur les comptes de l'entreprise et préparait un mariage qui coûtait plus cher que tout ce que la start-up de Marc avait jamais levé. J'ai reçu l'invitation avec un mot, famille proche uniquement, pas d'accompagnateur. On veut rester dans l'intimité. Le mariage avait lieu dans un domaine dans l'Eure, en Normandie. 250 invités. On a vu mieux comme intimité. Je portais une robe marine toute simple louée sur Internet pour 150 € le week-end. Je me suis maquillé seul. J'ai pris le train jusqu'à Évreux puis un Uber depuis la gare. Je ressemblais exactement à l'image que Marc se faisait de moi, le membre de la famille qui n'avait jamais atteint le succès. La réception était fastueuse. Marc avait manifestement laissé la famille de Vanessa tout régler, mais il agissait comme s'il était le grand financier de la soirée. J'étais installé à une table au fond avec les jeunes cousins et les enfants d'amis. C'est alors que je les ai vus à la table d'honneur de Marc, 3 hommes en costume de luxe. Je les ai reconnus grâce à LinkedIn des investisseurs qui tournaient autour d'InnovStream depuis des mois pour la série A. Ils étaient là parce que Marc les avait convaincus qu'il avait le bras long dans le milieu des startups à succès. Marc était en train de leur vendre son entreprise en plein milieu de son propre mariage, prétendant qu'il allait boucler une levée de fonds monumentale, qu'il avait des partenariats stratégiques signés, et que sa technologie allait révolutionner toute la chaîne logistique mondiale. Puis il m'a désigné. C'est ma cousine Rebecca, a-t-il dit aux investisseurs, sa voix résonnant dans toute la salle. Essentiellement au chômage. Ça dure depuis des années. La honte de la famille, pour être honnête. Les investisseurs m'ont jeté un regard de pitié poli. L'un d'eux a murmuré, il y en a toujours un comme ça dans chaque famille. Marc a continué, s'animant sous l'effet du champagne. Je n'arrête pas de lui dire de trouver un vrai boulot, mais certains n'ont tout simplement pas le feu sacré. Vous voyez? Certains se contentent de vivoter. Vanessa a ri. D'autres membres de la famille ont hoché la tête. Ma mère a fixé son assiette, embarrassée comme toujours.
J'ai ajusté mon corsage, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert ma messagerie sécurisée. J'ai écrit à mon équipe chez Catalyseur Capital, retirez immédiatement l'investissement d'amorçage de 14,4 millions d'euros d'Innovestream. Activez la clause de liquidité anticipée de notre contrat. Contactez David Lefebvre pour expliquer qu'il s'agit d'un arbitrage stratégique qui n'a rien à voir avec ses résultats. Faites le nécessaire ce soir. J'ai envoyé. Puis j'ai écrit à David, Marc Morel vient de m'humilier publiquement à son mariage en essayant de séduire vos concurrents. J'active ma clause de sortie. Cela ne concerne pas Innovestream. Vous êtes brillant et j'ai toute confiance en votre boîte, mais je refuse d'être associé de près ou de loin à quoi que ce soit que Marc puisse approcher. Mes avocats feront ça proprement. Vous récupérez les 14,4 millions d'ici lundi. Je vous recommande 3 autres fonds qui prendront ma suite immédiatement. David a répondu en 30 secondes, compris. Pour ce que ça vaut, je suis navré. Et merci pour tout. Marc parlait toujours, de plus en plus fort. Le problème avec des gens comme Rebecca, c'est qu'ils ne comprennent pas les sacrifices que demande l'entrepreneuriat. Ils lancent des petits projets dans leur coin, et dès qu'ils se plantent ce qui arrive toujours ils lâchent l'affaire. Pas de résilience, pas de vision. Les 3 investisseurs opinaient du chef. L'un d'eux demanda, et que fait-elle maintenant? Rien, a tranché Marc. Elle vit sur ses économies, je suppose. Ou peut-être que nos parents l'aident. C'est triste. Mon téléphone a vibré. Mon équipe, retrait initié. Innovestream notifié. Le service juridique s'en occupe. Lundi matin, les fonds seront sur notre compte. Je me suis levé sans bruit et je suis allé vers les salons. Dans le hall, j'ai rappelé David Lefebvre. Je suis désolé de faire ça en plein milieu de votre levée, ai-je dit quand il a décroché. David a ri d'un ton amer. Vous voulez parler de la levée où Marc raconte à tout le monde qu'il est notre partenaire stratégique? Oui, mon directeur technique vient de m'envoyer un message. Notre interface administrateur indique déjà la notification de retrait. Je vous ai envoyé 3 noms. Ils sont solides. Ils iront plus vite que nous et vous proposeront de meilleures conditions parce que je vous parraine personnellement. Rebecca, ce n'est pas nécessaire. Si, parce que vous êtes brillant et qu'Innovestream va devenir un géant. Mais je ne veux pas que mon nom soit lié à quoi que ce soit dont Marc pourrait un jour s'attribuer le mérite. Compris. David fit une pause. Pour info, il raconte ici qu'il est très proche de l'équipe de direction d'Innovestream. Je dois démentir? Pas encore, ai-je dit. Laisse-le creuser son propre trou. Je suis retourné à la table. Marc avait fini de m'insulter et expliquait maintenant pourquoi sa blockchain allait tout changer. Mon téléphone a vibré une nouvelle fois. Une alerte presse, Innovestream annonce une série A de 60 millions d'euros menée par le fonds Euraseo. David avait fait vite. Les investisseurs que j'avais recommandés avaient sauté sur l'occasion. Innovestream était maintenant valorisé à 257 millions d'euros. Ma mise initiale de 14,4 millions, que je venais de retirer, en aurait valu 44 millions dans ce nouveau tour de table. Mais ce n'était pas l'important. Le téléphone de Marc a vibré, puis a sonné encore et encore. Il a regardé l'écran, et j'ai vu son visage se décomposer. La confusion, puis la panique. L'un des investisseurs a demandé, un souci? Rien, juste des affaires. Excusez-moi un instant. Marc s'est levé, le téléphone à l'oreille. À travers les vitres de la salle, je le voyais gesticuler frénétiquement. L'investisseur assis près de moi Hubert Martin, la cinquantaine, une montre au prix d'une petite voiture, le genre de financier qui avait raté le coche de l'Internet mobile à l'époque s'est penché vers moi. Excusez-moi. Vous êtes la cousine de Marc? Rebecca? Oui. Je suis Hubert Martin, associé chez Vaugirard Capital. Il m'a tendu sa carte. Marc a mentionné que vous étiez un peu dans la tech. Je fais quelques investissements, ai-je répondu. Hubert parut intéressé. À quelle échelle? De l'amorçage. Des entreprises au stade de projet. Marc est revenu en trombe, le visage livide. Je dois passer un coup de fil urgent. Une urgence business. Vanessa semblait excédée. À notre mariage? C'est grave.
A-t-il aboyé avant de ressortir en courant. Hubert s'est tourné vers moi. Donc, l'amorçage. Quelle est votre stratégie? Je me concentre sur les fondateurs ignorés, ceux que les fonds parisiens classiques ne regardent pas parce qu'ils ne sortent pas des trois mêmes écoles et n'ont pas les bons réseaux. Hubert a hoché la tête. Comme Innovstream. David Lefebvre est un génie. On a essayé d'entrer au capital au début, mais quelqu'un nous a devancés. Un fonds appelé Catalyseur Capital. J'ai souri poliment. J'en ai entendu parler. Vous connaissez Rebecca Morel, la fondatrice? Elle fait un boulot incroyable. Ses rendements sont délirants. 45% de rentabilité moyenne. C'est l'une des meilleures investisseuses d'Europe en ce moment. L'autre investisseur s'est joint à la conversation. Attendez, Catalyseur Capital. Ils viennent de se retirer d'Innovstream ce soir même. C'est l'info du moment. La boîte a annoncé une série A de 60 millions d'euros juste après, donc ce n'est pas un problème de santé financière. On murmure que Catalyseur se positionne sur des dossiers beaucoup plus gros. Hubert a sorti son smartphone. Regardez le profil LinkedIn de Rebecca Morel. Elle a fait la conférence à Attendez. Il a regardé son écran, puis moi, puis son écran. C'est vous? Il a retourné son téléphone. Mon profil LinkedIn. Photo pro. Titre, fondatrice et associée gérante, Catalyseur Capital. Ancienne PDG, Solution Cyberguard, acquise pour 312 M d'euros. Le silence est tombé sur la table. Vous êtes Rebecca Morel, a dit Hubert lentement. La Rebecca Morel? Le deuxième investisseur est intervenu. Celle qui a monté Cyberguard de rien et l'a revendu plus de 300 millions? Oui. Celle qui dirige un fonds de 200 millions d'euros? 262 millions, en réalité. Nous avons levé un nouveau fonds le trimestre dernier. Le troisième investisseur n'en revenait pas. C'est vous l'investisseur principal qui vient de retirer 14,4 millions d'euros d'Innovstream? J'ai activé une clause de sortie, oui. J'ai parrainé 3 fonds pour me remplacer. La boîte est entre de très bonnes mains. Hubert a jeté un regard vers l'extérieur où Marc s'agitait. Votre cousin vient de nous dire que vous étiez au chômage. Mon cousin ne sait pas ce que je fais. Pourquoi? J'ai souri. Parce qu'il n'a jamais posé la question. Marc est revenu dans la salle, le téléphone à la main, l'air totalement perdu. Il a foncé vers la table des investisseurs. Hubert, Richard, Tom, je dois vous expliquer. Il y a eu un quiproquo sur mes liens avec Innovstream. Hubert a levé la main. Marc, est-ce que tu sais seulement qui est ta cousine? Qui, Rebecca? Marc a ri nerveusement. C'est juste. C'est Rebecca Morel de Catalyseur Capital, a dit Richard. L'une des investisseuses les plus influentes du pays. Marc s'est figé. Quoi? Richard a montré son écran. Elle était l'investisseur principal d'Innovstream. Elle s'est retirée ce soir. Les 14,4 millions d'euros dont tu nous disais pouvoir faciliter l'accès? C'était son argent à elle. Ce n'est pas Marc m'a regardé. Toi? J'ai replacé ma serviette. Je n'ai pas dit un mot. Tom s'est levé. Marc, vous nous avez dit que vous aviez des entrées chez Innovstream. Vous avez sous-entendu que vous pouviez nous faire entrer au capital, mais vous ne saviez même pas que votre propre cousine en était la patronne financière? Je ne savais pas. Elle ne l'a jamais dit. Tu as dit qu'elle était au chômage, a lâché Hubert froidement. Tu l'as traitée de honte de la famille alors qu'elle gère un fonds de plus de 260 millions d'euros. Le visage de Marc était passé du livide au gris terreux. Becca, je ne savais pas. Tu n'as jamais rien dit à personne. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit doucement. En 15 ans, Marc, tu n'as pas demandé une seule fois ce que je faisais vraiment. Tu as préféré tes certitudes. Tu as raconté à tout le monde que j'étais une ratée, une honte. Tu l'as fait au repas de famille, aux fêtes, à chaque occasion. Tu l'as encore fait ce soir, devant des investisseurs, pendant que tu essayais de leur vendre ta soupe. Je ne pensais pas. Les 14,4 millions d'euros que j'ai retirés d'Innovstream ce soir, je les avais investis il y a 18 mois. La boîte est valorisée à plus de 250 millions aujourd'hui.
Ma part en vaudrait 44 millions dans ce nouveau tour de table. J'ai renoncé à cette plus-value immédiate parce que je refuse que mon nom soit associé de près ou de loin à quoi que ce soit dont tu pourrais te vanter. Marc semblait sur le point de s'évanouir. Richard a fermé son ordinateur. Marc, je crois qu'on a fait le tour. Attendez, ma levée de fonds, mon projet. Nous n'investirons pas chez vous, a dit Tom sèchement. Quelqu'un qui ne sait pas ce que fait sa propre cousine ne fait manifestement pas son travail de recherche. Si vous passez à côté de quelque chose d'aussi énorme, qu'est-ce que vous ratez d'autre dans votre business? Les trois investisseurs se sont levés. Hubert s'est arrêté devant moi. Madame Morel, mon fonds aimerait beaucoup co-investir avec Catalyseur sur votre prochain dossier. Puis-je avoir vos coordonnées? Je lui ai tendu ma carte. La vraie. Associée gérante, Catalyseur Capital. Les investisseurs sont partis. Marc est resté là, pétrifié. Dans la salle, les invités commençaient à comprendre que quelque chose de grave se passait. Ma mère s'est approchée, inquiète. Rebecca, qu'est-ce qu'il y a? Marc vient de découvrir quel est mon vrai métier, ai-je dit calmement. Comment ça? J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré mon profil et mon interview dans les Échos de l'an dernier, Rebecca Morel, le nouveau visage de la tech française. La main de ma mère est allée à sa bouche. Tu as vendu ton entreprise pour 300 millions? Je dirige un fonds d'investissement. J'investis dans des entreprises. La boîte pour laquelle Marc m'en dit un financement? J'en étais la plus grande actionnaire jusqu'à il y a 10 minutes. Marc a fini par bafouiller, pourquoi tu ne nous as rien dit? M'auriez-vous cru? Ai-je demandé. L'un d'entre vous m'aurait-il écouté? Ou auriez-vous décrété que je mentais, comme vous avez décrété que j'étais au chômage? Silence total. Je ne me cachais pas, ai-je ajouté. J'observais. Chaque remarque méprisante, chaque préjugé, chaque fois que vous me présentiez comme la cousine fauchée ou la honte du clan. Je bâtissais un empire pendant que vous bâtissiez des jugements sur du vent. Vanessa, la nouvelle mariée, s'est approchée. Marc, tout le monde demande pourquoi les investisseurs sont partis. Pas maintenant, a crié Marc. Je me suis levé. Tous mes vœux de bonheur, Marc. J'espère que ton mariage durera plus longtemps que ta boîte. Je suis sorti de la salle. Derrière moi, le brouhaha des chuchotements montait. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt, des messages des autres membres de la famille qui venaient de taper mon nom sur Google. Le lundi matin, 3 événements ont marqué la journée. D'abord, la série A19 Stream a été officiellement signée. David Lefebvre m'a envoyé une caisse de Grand Cru avec un mot « Merci d'avoir été la première à nous faire confiance. Vous resterez l'investisseur qui a vu ce que les autres ignoraient. » Deuxièmement, la start-up de Marc a officiellement déposé le bilan. Les investisseurs qui l'espéraient ont tous coupé les ponts. Ses derniers associés ont démissionné. Son profil LinkedIn est passé de PDG à en recherche de nouvelles opportunités. Troisièmement, la discussion WhatsApp de la famille a explosé. Excuses, justifications, flatteries. Ma mère voulait comprendre pourquoi je n'avais pas eu confiance. Des oncles et tantes qui m'ignoraient depuis 15 ans voulaient soudainement des conseils en placement. Je n'ai répondu à personne. À la place, j'ai publié un message sur LinkedIn. À tous ceux qui m'ont traité de chômeuse pendant que je construisais, merci. Votre mépris m'a appris en qui avoir confiance. Vos préjugés m'ont montré qui prenait vraiment la peine de s'intéresser aux autres. Vos jugements m'ont rappelé pourquoi j'ai créé Catalyseur Capital parce que le monde a besoin de moins de financiers qui jugent sur l'apparence et de plus d'investisseurs qui jugent sur le mérite. Aux entrepreneurs que l'on traite de rêveurs ou de ratés parce que les gens ne comprennent pas ce que vous fabriquez, continuez. La meilleure revanche n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de réussir si brillamment que leur opinion n'a plus aucune importance. Le post est devenu viral. 48 000 mentions j'aime. Des articles dans toute la presse économique. Marc m'a envoyé un message 3 semaines plus tard, on peut se voir? J'ai répondu, non. Il a renvoyé, je te demande pardon. Je n'ai pas répondu, car voici ce que Marc et toute ma famille n'ont jamais compris, je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. J'avais besoin qu'ils comprennent que mépriser quelqu'un parce qu'il ne correspond pas à votre idée du succès est un choix.
Et ce choix se paie. La conséquence pour Marc, il a perdu la chance de sa vie. Pas parce que son projet était mauvais même s'il l'était mais parce qu'il a passé 15 ans à se moquer de la seule personne qui aurait pu changer son destin d'un simple coup de fil. Ma conséquence, j'ai bâti une fortune pendant qu'il me croyait à terre. Et quand la lumière s'est faite, je n'ai pas eu besoin de parler. Les chiffres parlaient pour moi. 6 mois plus tard, Catalyseur Capital a clôturé son 3e fonds, 480 millions d'euros. Nous sommes désormais dans le top 20 des fonds d'amorçage européens. J'ai été invité à ouvrir la séance d'Euronext Paris et je conseille désormais les patrons du CAC 40 sur l'innovation. Ma famille? Ils racontent maintenant à tout le monde qu'ils ont une cousine qui est une star de la tech. Je les laisse dire. Parce qu'ils n'ont plus tort. Ils ont juste 15 ans de retard. Et en affaires, le timing est tout.